Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue, on est ravis d'être ici à Marseille. On va parler de pédagogie du dehors et d'enseignement artistique, puisque c'est le point commun qui nous réunit, tous les 5 ici présentes et présents, c'est d'être liés aux enseignements supérieurs artistiques, d'être liés aux écoles d'art, en y enseignant, en dirigeant des écoles, ou bien en étant enseignant ou étudiant. Pardon. Et on va donc parler de cette question, et dans un premier temps, pour ouvrir la discussion, il me semble important, avant de présenter les intervenantes et les intervenants ici réunis, de resituer les questions de pédagogie du dehors dans le champ plus large de l'éducation et de l'école. Il me semble, et sans doute le sujet a-t-il été abordé à plusieurs reprises ici, que l'école est exposée et soumise au moins à un double paradoxe. Le premier paradoxe tient à son rapport au temps, c'est-à-dire que l'école, c'est cette étrange institution où des générations adultes enseignent à des jeunes générations des savoirs fondés sur toute une histoire, sur le passé, pour préparer ces jeunes générations à devenir actrices et acteurs du monde de demain. Donc il y a une espèce comme ça de paradoxe temporel. Et puis un deuxième paradoxe qui concerne le rapport à l'espace, c'est que l'éducation, l'enseignement, a lieu dans un espace clos, circonscrit, limité, qui est généralement la salle de classe ou l'établissement, l'école, le collège, le lycée. Et il s'agit de former les élèves ou les étudiants à la totalité et à la diversité du monde et donc du dehors. Ce double... Et alors, on a pu, et historiquement, en tout cas dans la pensée de l'éducation, il y a toute une réflexion qui s'engage et qui se manifeste notamment chez Rousseau avec ce qu'il appelle l'éducation des choses, qui est une espèce de première version ou une des origines de la classe dehors, de la pédagogie du dehors, avec cette idée qu'on pourrait imaginer une éducation sans médiation, qui ne soit pas séparée en fait du dehors, et on apprendrait au contact même des choses. Alors ce double paradoxe qui est à la fois lié à la place des écoles, lié au rapport au temps et lié au rapport à l'espace, il résonne tout particulièrement à l'endroit des enseignements supérieurs artistiques. Pourquoi ? Parce que déjà, il ne va pas de soi d'imaginer que la création artistique puisse s'enseigner. Il y a un certain nombre de penseurs ou d'artistes qui défendent plutôt l'idée d'une espèce d'autodidaxie, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à devenir artiste, il y aurait quelque chose de d'inné dans le fait d'être artiste. Donc ce double paradoxe, oui, résonne particulièrement avec les enjeux de la création artistique. D'une part parce que la création artistique, c'est le même type de paradoxe temporel, c'est-à-dire qu'à la fois la création, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui va le créer, hein, c'est le faire exister à partir de rien, et d'un autre côté, tous les artistes s'inscrivent dans une histoire qui est l'histoire de leur discipline, l'histoire des pratiques artistiques. Donc il y a ce même rapport comme ça un peu paradoxal au temps, faire émerger du nouveau tout en s'inscrivant dans une histoire. Et puis sur la question de l'espace, on a aussi une espèce de tension entre les partisans, disons, d'une autonomie du champ artistique. C'est ce qu'on peut appeler globalement le système des beaux-arts, qui se met en place avec la pensée de ce qu'on va appeler l'esthétique au XVIIIe siècle, avec cette idée que le champ artistique, le monde de l'art, les œuvres sont autonomes, ont en elles-mêmes leur propre fin, leur propre loi d'appréciation, leurs propres critères d'appréciation. Et d'un autre côté, donc ça c'est ce qu'on peut appeler le domaine des beaux-arts, avec cette idée que ce domaine est un monde en soi, qu'il est séparé, que l'artiste est aussi une espèce de génie, en tout cas de figure séparée du commun des mortels. Et puis à l'autre bout du spectre,
Vous avez une autre pensée qui est celle des arts décoratifs ou des arts appliqués ou du design, donc qui est cette idée que non, au contraire, la pratique artistique, la création artistique, elle est en prise sur le monde, en prise sur la société, et ça peut se condenser dans une des formules qui définit les arts décoratifs, c'est-à-dire le beau dans l'utile, ou l'alliance du beau et de l'utile. Donc je pense qu'on va aussi évoquer cette question, c'est-à-dire cet écart, cette scission, cette distinction entre les beaux-arts, cette pensée de l'art comme milieu autonome, et puis le design. Ce qui est intéressant aussi avec les pratiques artistiques, c'est de voir en quoi l'enseignement artistique peut être pour l'enseignement généraliste une forme de pédagogie du dehors. Vous savez qu'il y a toute une réflexion, tout un débat sur ce qu'on appelle généralement l'éducation artistique et culturelle, avec cette idée que l'école, le collège, ne donne pas une place très importante à l'éducation artistique, aux pratiques artistiques, et donc qu'il peut être judicieux, il y a des écoles qui sont engagées dans ce genre de dispositif, de faire venir des artistes, des gens qui sont extérieurs à la sphère de l'éducation nationale et qui, depuis cette position d'extériorité, depuis cette position du dehors, vont intervenir dans les classes pour former à la création artistique et pour former aussi au regard. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans toute l'éducation occidentale une espèce de déficit de pédagogie du regard. Or, on sait combien aujourd'hui les cultures visuelles, la forme visuelle est une forme dominante de l'information, des messages qui nous arrivent, et il peut être judicieux de former le regard, de considérer que regarder, ça s'apprend. Et si aujourd'hui, à l'école, on apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend à compter, on n'apprend pas vraiment, ou pas, peut-être pas assez, à regarder. Et donc, de ce point de vue-là, les enseignements artistiques peuvent être une façon de combler ce déficit ou cette lacune et d'être une forme de pédagogie du dehors. C'est donc un peu de ces différentes questions qu'on va parler ici, avec donc 4 personnes que je vais rapidement présenter avant de leur donner la parole. À ma gauche, il y a Clara Soleil-Avou, qui est designer et qui a été résidente d'un programme que nous avons lancé à l'École des Arts Décoratifs, dont, pardon, je ne me suis pas présenté, dont je suis le directeur. Donc je m'appelle Emmanuel Tiblou, je suis directeur de l'École des Arts Décoratifs, et nous avons mis en place un programme qui a été créé en 2021 et qui s'est d'abord appelé Design des mondes ruraux et qui vise précisément à proposer une autre forme d'école, une autre façon de faire école, en immergeant des jeunes designers, architectes, paysagistes, qui sont déjà diplômés d'une école, qui ont déjà au moins un Master 2, et en les immergeant pendant 1 an dans un territoire donné. On a commencé donc à Nontron, qui est dans le Périgord, en Dordogne, sous-préfecture de la Dordogne, en implantant donc ce programme Design des mondes ruraux en 2021, avec entre 6, 7, 8 jeunes designers, architectes, paysagistes qui vont répondre, travailler pendant 1 an, depuis une posture habitante, en habitant sur le territoire, répondre à des problématiques qui concernent la vie sur le territoire, la mobilité, les déserts médicaux, l'alimentation, la fracture numérique, quantité de sujets qui sont des sujets qui concernent la vie des gens et auxquels on considère que le design, c'est-à-dire dans cette tradition des arts appliqués et en partant d'abord des usages auxquels le design, mais aussi l'architecture, le paysagisme peut répondre. Donc c'est parce qu'on a créé ce programme qu'on a jugé bon de nous inviter ici pour nourrir la réflexion générale sur la classe dehors. Clara a donc fait partie de la promotion, d'une promotion de design des mondes ruraux, et elle a été, c'était en 2022-2023,
Et Clara a aussi été lauréate du palmarès Palpite en 2023. Et quand elle était à Nontron, elle a notamment mené une recherche sur les communs de l'eau en Périgord nontronais. Aujourd'hui, Clara enseigne, et elle enseigne notamment ici à Marseille, au lycée Denis Diderot. À ma droite, il y a Tom Hébrard, qui est designer, artiste et enseignant, et qui travaille dans un lieu assez formidable par lequel nous nous sommes rencontrés, qui est le tiers-lieu paysan de la Martinière. Et il s'attache à réfléchir, à la fois théoriquement et pratiquement, à des façons de faire école autrement, en rapprochant notamment l'école de la paysannerie, de l'agriculture, et en essayant de travailler comme ça, en articulant le plus étroitement possible ces deux univers. Et c'est depuis ce lieu, depuis cette expérience qu'il nous parlera. À la droite de Tom, il y a Lucille Cornet-Richard, qui a été étudiante à l'École des Arts Décoratifs, qui a passé un diplôme en architecture intérieure et qui est aujourd'hui doctorante. Et elle travaille en Seine-Saint-Denis. Elle fait un doctorat donc, via un contrat CIFRE qui est en relation avec une collectivité territoriale, qui est le département de la Seine-Saint-Denis. Et elle développe une recherche qui prend la forme d'une enquête-création dans des collèges de Seine-Saint-Denis. Et c'est de cela aussi qu'elle nous parlera. Et puis à gauche, il y a Pierre-Yves Arcil, qui est directeur des études et de l'international dans une autre école d'art que les arts décoratifs, qui est l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire. Et en tant que directeur des études et de l'international, il nous parlera de deux programmes, de deux axes, à partir desquels l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire essaye de se réinventer et de sortir de la classe, sortir de l'institution de l'école. Un axe qui est plutôt du côté de la projection internationale de l'école, et un autre axe qui est la création d'un diplôme de licence, on appelle ça des DNA, Diplôme national d'art dans les écoles d'art, qui s'intitule Territoire, paysage, espace public. Alors pour commencer, Clara, est-ce que tu peux nous parler, revenir sur l'expérience qui fut la tienne à Nontron, lorsque tu as fait partie de ce programme Design des mondes ruraux à l'époque, et qui est désormais, j'en parlerai à un autre moment, peut-être devenu Design des territoires. Tu as travaillé sur l'eau en étant immergé sur le territoire, littéralement immergé dans la question de l'eau. Est-ce que tu peux nous dire quelle fut ta méthode et en quoi cette expérience qui fut la tienne est à la fois a été utile pour le territoire et est aussi formatrice pour toi. Puisque ce qu'on essaye de faire avec ce programme Design des mondes ruraux, c'est à la fois faire école, réinventer la façon de faire école, d'apprendre. Qu'as-tu appris de cela? Et en même temps, faire territoire, c'est-à-dire se mettre au service du territoire, de ses attentes et de ses enjeux. Alors bonjour à tous. Pour vous resituer le contexte, donc effectivement on était à Nontron, donc c'est une sous-préfecture de 3000 habitants, donc on est dans une petite ville, et nous étions un collectif de 6 architectes, designers, artistes, et on avait 3 sujets à travailler. Donc il y avait la question des transports en milieu ruraux, la question de l'identité du territoire, et effectivement moi je travaillais sur les communs de l'eau, l'avenir en fait de cette ressource et de ce milieu. Et en fait, on est arrivé là-bas avec tous nos outils qui sont les outils du designer, de la designeuse, qui sont de l'ordre de la collecte de données, de l'idéation, de la projection et de la médiation. Entre autres, le dessin, la photo, la maquette, l'image et l'objet. Et avec ces outils, vraiment, notre objectif principal, c'était non pas de les garder pour nous et de produire une enquête sur ces sujets-là et de la restituer ensuite au territoire, mais plutôt de faire participer et de partager ces outils avec toutes les personnes qui côtoient, qui habitent et qui pratiquent ce territoire.
c'est vraiment, comment dire, la méthode, ça a été plutôt de partager, de mettre en commun et de faire en sorte que toutes les parties prenantes de cette enquête soient vraiment des agents de l'enquête et produisent en fait une forme de savoir situé. Pour la question de l'eau, ça a vraiment pris une autre dimension grâce au dessin. Ça a été en fait ma méthodologie principale, ça a été d'aller rencontrer toutes les personnes qui étaient attenantes à la gestion de l'eau et avec elles de dessiner quels étaient leurs rôles, de comprendre en fait quelle place ces personnes prenaient dans la gestion de l'eau pour pouvoir non seulement garder ces dessins et les restituer et présenter ces personnes à d'autres personnes encore et de pouvoir cartographier en fait l'ensemble des agents de la gestion de l'eau. Donc c'est là où le dessin, pour moi, il a été un outil à la fois de l'ordre de la collecte de données, mais aussi de la projection et de la représentation d'un système de gestion qui était parfois complètement opaque aux yeux de certains habitants, qui était opaque aux yeux aussi de certaines collectivités, parce qu'il y a une partie des agents qui prennent part à la gestion de l'eau qui sont prévus par la loi, qui ont des compétences, mais il y a aussi toute une partie qui est complètement informelle, qui est tout ce travail de spéléologue, par exemple, qui est tout ce travail individuel et associatif de gestion de l'eau et des milieux sur un territoire. Donc l'idée, c'était vraiment de faire commun avec le dessin pour la question d'enquête et de la gestion de l'eau. Et ensuite, on a effectivement, à de multiples reprises, fait des genres de réunions, en fait, qui n'étaient pas des restitutions, mais qui étaient vraiment un moment, un événement d'échange et de dialogue autour des productions, de ces productions-là, de ces dessins, mais de ces enquêtes. Et ensuite, à chaque fois, ça renouvelait le débat et on continuait sur de nouvelles pistes. Et ça a été comme ça pendant toute une année, jusqu'en juin, où la résidence s'est arrêtée pour nous et qui a été reprise en fait en septembre par une nouvelle promotion, qui était à nouveau une promotion portée par une école, mais qui n'était pas dans une école, qui était à Nantes. Peut-être que je peux continuer sur la question du dessin. Aujourd'hui, donc, je suis enseignante dans le secondaire et c'est un de mes axes de travail avec les élèves, c'est vraiment comment on développe ce dessin-là, qui n'est pas un dessin de représentation d'une réalité, mais qui est vraiment un dessin d'appréhension du réel, de comment on comprend les choses que l'on voit et comment on les regarde, effectivement. Et ça passe par deux phases. Il y a effectivement une partie de pratique du dessin, de savoir qu'est-ce qu'on regarde en face de nous, mais aussi une partie qui est, comment on pourrait dire ça, avec quelles lunettes on regarde les représentations auxquelles on a accès. Donc ça, c'est plutôt une partie qui est documentaire, c'est comment on va regarder les images qui sont déjà produites et comment, en fait, ces images-là, elles sont produites. On apprend à décortiquer ces images pour comprendre les intentions des concepteurs, des conceptrices de ces images. Et l'exemple le plus parlant pour moi, c'est celui de la cartographie des planisphères. C'est comment en fait on amène les élèves à parler des planisphères qu'ils connaissent, des projections cartographiques qu'on connaît avec l'Europe centrée au milieu, et comment ensuite on décale ces projections et on atterrit sur de toutes nouvelles représentations qui mettent d'autres centres du monde au milieu, et comment on travaille ça avec les élèves. Et pour moi, ça c'est un sujet qui est essentiel dans l'enseignement du secondaire parce que c'est un sujet qui permet de faire croiser les disciplines entre elles. C'est-à-dire qu'on parle de géographie, donc on s'associe avec le professeur de géographie et on parle à la fois de dessin et on parle aussi à la fois de représentation et de projection. Donc on part sur plein d'autres domaines et des représentations qui sont abordées dans d'autres enseignements. Sauf que, effectivement, la question du planisphère, c'est quand même quelque chose qui se fait en classe. Donc, comment on réintroduit la classe à l'extérieur du lycée. Et pour le coup, on a proposé plusieurs choses cette année avec l'équipe enseignante. C'était à la fois comment on amène les élèves à l'extérieur et comment on tire cette cartographie vers quelque chose qu'ils sont en mesure de collecter comme données. Donc on est allé, par exemple, sur le Vieux-Port, quelle cartographie sensible on peut faire du Vieux-Port et comment on va chercher ces données-là, quels outils on a pour collecter des informations, comment on s'adresse à des personnes qui traversent ce milieu-là, comment on recueille et on dessine des angles de sport, comment on récolte toutes les couleurs qui sont le nuancier, enfin toutes les informations qui sont liées au Vieux-Port, par exemple ici à Marseille. Et ensuite, comment on les restitue, quel choix
on fait sur cette carte et sur ce morceau de papier, qu'est-ce qu'on a envie ensuite de transmettre à la prochaine personne qui va lire cette carte. Et donc ça, c'est une séquence qu'on a menée à la fois avec toutes les enseignantes d'art appliqué, mais qu'on a essayé de faire tendre vers d'autres disciplines, vers leur enseignement du français, mais aussi leur enseignement de la géographie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en dehors du lycée. Merci beaucoup Clara, c'est absolument passionnant. Ce qui était notamment passionnant dans ton intervention, c'est que on voit comment s'articulent les deux aspects de la question que j'ai évoquée, c'est-à-dire comment faire école autrement depuis l'école d'art, dans l'évocation de ta participation au programme Design des mondes ruraux, et d'autre part, comment l'artiste, le regard de l'artiste peut transformer l'école, notamment en attirant l'attention des élèves sur l'aspect sensible, visuel, formel des choses. Et c'est vrai que si l'artiste est si précieux, l'artiste au sens large, hein, donc aussi bien le ou la designer, si précieux dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est parce qu'il ouvre le regard sur des choses que l'éducation ne va pas pointer, encore une fois, parce que le principe de base, c'est que l'éducation est d'abord une éducation de l'intelligence et d'une intelligence qui n'est pas forcément une intelligence sensible. Et alors, tu nous as parlé de deux façons, en tout cas, de faire école autrement. Et c'est cette question que je vais maintenant poser à Tom. Donc Tom, dont je vous ai dit qu'il travaillait, qu'il intervenait au tiers-lieu paysan de La Martinière, qui est à côté de Roanne. Et d'autre part, Tom a engagé un doctorat, une recherche sur les façons de faire école autrement, en particulier depuis cette expérience située, mais aussi plus largement. Alors c'est peut-être de ces deux aspects que tu peux nous parler, Tom. Peut-être quelques mots sur l'expérience du tiers-lieu paysan La Martinière. Qu'est-ce que la position, qu'est-ce que les savoirs paysans peuvent apporter à l'école, en quoi ils viennent transformer, enrichir l'éducation, et d'autre part, cette question plus large de faire école autrement qui t'intéresse et sur laquelle tu as engagé des recherches. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait 4 ans, c'est à peu près concomitant en fait avec le lancement du programme Design et Territoire des Arts Déco qu'on a lancé le projet du tiers-lieu paysan de la Martinière sur une ferme du coup qui est en polyculture élevage vers Roanne, qui fait 13 hectares. Voilà, vignes, cochons et maraîchage s'y côtoient. Et du coup, c'est une ferme qui est tenue par François, avec lesquels je suis arrivé avec leur fils Samuel. Voilà, pour contextualiser un petit peu. Samuel, il est plutôt issu d'un espace, il a fait ses études en institut d'études politiques, et moi je suis plutôt issu effectivement des filières design, on va dire d'école parisienne. Là-dessus, j'avais pas mal travaillé moi sur des modèles dans la ville, qui étaient notamment sur des approches convivialistes en fait en réalité de la ville. Il y avait beaucoup les mouvements maker, donc les mouvements Fab Lab, les espaces où on pouvait apprendre par le faire, où se côtoyaient du coup des espaces, enfin des personnes universitaires, des entrepreneurs, des citoyens, pour autant réparer que développer des nouveaux produits. Avec cette idée que ça allait changer la face de la ville, et du coup il y avait une recherche comme ça de convivialisme à travers ces objets-là. La référence, c'était pour moi Ivan Illich, très très fort, et qui est aussi considéré comme un des pères fondateurs d'une écologie politique. Et en fait, en arrivant dans le monde paysan par cette entrée de la ferme du tiers-lieu paysan de la Martinière, qui s'appelle en fait la ferme de la Martinière, si on retire le mot tiers-lieu, je me suis retrouvé avec une approche où il y avait, alors là je vais l'emprunter à Geneviève Plouveau, un quotidien politique qui était omniprésent. En fait, le temps, déjà, premièrement, le temps paysan n'était pas du tout le même. Quand j'interroge François sur son activité économique et sur son activité d'autonomie collective, l'autonomie collective, elle est dans le cœur de la journée. L'activité économique, il le fait à la marge, c'est-à-dire la transformation du cochon, il l'a fait de 6h à 8h du matin. L'activité d'accueillir des personnes, entretenir les liens sociaux, faire des choix techniques pour pouvoir s'équiper de panneaux solaires ou de bois pour se chauffer, il le fait au cœur de sa journée. Et c'est pourtant pas son modèle économique
économique. Et donc, on a eu comme ça, et je vais décrire un tout petit peu les programmes qu'on a montés pour expérimenter justement ce faire école autrement. On a eu comme ça plein de faits assez intéressants sur l'organisation, qui étaient juste la vision extérieure qu'on pouvait avoir d'une organisation autre que urbaine et extrêmement capitaliste, puisque là, bien sûr, il y avait cette question du lien et de l'interdépendance qui était absolument centrale à ces espaces ruraux. Là-dedans, du coup, nous, en arrivant en tant que designer, assez chargé aussi de notre vision d'un design qui va résoudre les problèmes, pensant qu'il faisait toujours le bon et le bien, on s'est vachement aperçu qu'on ne savait pas très très bien, en fait, en réalité, interagir dans ce milieu-là, et que là où, par exemple, pendant le confinement, puisque c'est une aventure de confinement hein, aussi, cette affaire, il y avait cette envie de lancer un drive fermier tout de suite solutionné, comme ça, comment est-ce qu'on allait approvisionner les populations rurales en alimentation. Bah, en fait, quelques jours après avoir émis l'idée et essayé de bâtir un site internet, on s'est aperçu que l'assaut du coin de paysans qui s'étaient regroupés l'avait déjà fait, qu'ils étaient en train de distribuer avec les camions et que ça marchait très très bien. Voilà. Et juste se dire que dans ce décalage en fait de situation, on a aussi bien sûr un espace dans lequel les savoirs ne sont plus situés et construits de la même manière, et que nous on arrive là-dedans et finalement avec un espace dans lequel l'école nous a construit dans une approche assez surplombante, et l'éducation supérieure notamment, en fait, en réalité, on s'aperçoit qu'on ne sait pas si bien, et qu'en fait, en réalité, on ne nous a pas attendu pour nous organiser. Mais que cette vision-là, si elle est définie depuis les sphères, je le dis à gros traits, urbaines, et des sphères qui ont un pouvoir d'action assez monumental en fait, sur les territoires, et en fait, on va l'effacer, l'invisibiliser, l'écraser. Du coup, à partir de là, on s'est dit qu'on allait faire école un peu autrement. L'idée du tiers-lieu qui s'ancre du coup dans cette démarche de lancement de tiers-lieux un peu partout en France qui ont eu lieu, ça a été de dire on va essayer de définir ce que j'appelle, on va dire, l'approche socio-culturelle du monde paysan, pas uniquement technique et organisationnelle dans un sens dur, et pas uniquement agricole du coup. On va essayer de définir ce que c'est que cet ethos paysan, cette culture paysanne qui est là. Pour ça, du coup, un des premiers trucs, ça a été de dire on va faire des sessions où on va faire venir des étudiants en design. Donc moi, j'avais ma proximité en fait avec les écoles, donc notamment en premier lieu l'école Boulle, et on a fait venir des étudiants en design qui, en général, se sont trouvés face à des situations vécues dans lesquelles déjà le premier truc c'était l'apprentissage d'une autonomie collective avec un lieu en autogestion, avec les dortoirs, la cuisine collective, l'atelier partagé, etc. Un deuxième peut-être apprentissage qui était autour de l'enquête, puisque du coup effectivement on emmène les étudiants rencontrer des personnes qui sont en fait les sachants et les sachantes de ces milieux, donc notamment les paysans et les paysannes, les habitantes et les habitants, les associations locales, etc. Voilà. Et donc ça a été un des premiers programmes qu'on a pu monter très très rapidement. Et là actuellement, on a un peu décliné ces apprentissages dans lesquels ce quotidien politique dont je parlais, cette écologie en fait politique, elle est très matérielle parce que d'un coup, ils peuvent, par exemple François vont décrire pourquoi est-ce qu'à un moment donné ils font tel ou tel choix technique, pourquoi est-ce qu'en fait ils sont en interconnexion avec ces types de personnes, comment est-ce qu'ils ont monté un marché paysan et un marché d'été, comment est-ce que c'est pas du coup des formes immémorielles de la ruralité comme on peut l'avoir, et en fait on va s'apercevoir que tous ces réseaux-là qui ressurgissent sont des réseaux absolument fondamentaux, mais absolument hors radar de nos modélisations. Parmi les choses qu'on a montées, et je les cite un petit peu comme ça, puis on pourra y revenir s'il faut, du coup on a donc les résidences et les workshops comme ça avec des écoles, qui sont plutôt des workshops d'une semaine. On a aussi des formes qui sont des formes plutôt de week-end, où en fait on fait une conférence le vendredi, donc pareil, un lieu ferme n'est pas un lieu de production uniquement, mais c'est un lieu de pensée en fait du monde rural. Et donc comment est-ce qu'en fait on invite des personnes à venir faire des conférences, et là on invite ensuite en week-end à prolonger un peu les discussions qu'ils le souhaitent, et donc on ouvre les fermes comme ça. On a un travail avec, là en l'occurrence en ce moment, l'école d'Annecy sur la professionnalisation des jeunes étudiants. Et donc là, c'est un circuit dans lequel on essaye de trouver les manières de connecter les étudiantes et les étudiants issus des beaux-arts à des circuits qui les interrogent pas mal, notamment sur des angles d'engagement professionnel, mais aussi militants souvent, et aussi du coup territoriaux.
voilà, comment est-ce que en fait, des parcours professionnels de personnes issues des Beaux-Arts vont s'ancrer dans ces territoires. On a un certain nombre de programmes aussi où on va essayer de reproduire ce déplacement où en fait, par exemple, effectivement, les paysannes, les paysans, les habitantes, les habitants sont les plus grands connaisseurs de leur milieu et que leur parole a été assez grandement en fait écrasée. Et là-dessus, par exemple, on fait une expérience. En ce moment, là, le projet qu'on est en train de mettre en place, c'est un vélo fabriqué par un entrepreneur français qui fabrique des vélos en France. Qui nous a livré un tricycle qu'on veut adapter à des usages paysans et qu'on va faire avec l'IUT et le lycée agricole. Et en fait, en faisant ça, on va faire venir aussi des designers et en fait, on va déplacer systématiquement toutes les situations. En fait, les paysans vont devenir des formateurs pour l'IUT. Les designers vont devoir être à l'écoute aussi du terrain et du coup de ces personnes qui pratiquent. Et donc, en fait, on va retourner quasiment l'échelle des savoirs à tous les endroits où on va faire et on va essayer par ça, parce qu'on a aussi des centres sociaux dans la boucle, de réhabiliter des formes plus anciennes. Et ça, je pense que ça va être un des points qui est intéressant aussi et qu'on a vu, qui était un des écueils des tiers-lieux, c'est que on va essayer de réhabiliter systématiquement les centres sociaux, les MRJC en l'occurrence dans les campagnes, donc les mouvements ruraux de la jeunesse chrétienne qui sont l'éduc-pop des campagnes. On va réhabiliter des mouvements anciens parce qu'en fait, à travers tiers-lieux, à travers classe dehors, etc., on amène aussi tout un tas de formes nouvelles administratives et de langage et de posture qui surplombent et qui font partie justement des endroits qui écrasent les structures historiques qui existent. Et je ne vous cache pas que dans notre climat politique actuel, on a quand même tout intérêt à récupérer aussi de la connaissance et de l'expérience de ces endroits du terrain, même si nos langages ne sont plus les mêmes, etc. Il va falloir apprendre à cohabiter avec ces structures historiques aussi. Voilà. Donc on essaye, vous voyez, d'élaborer ce programme politique et notamment du coup par l'intervention de designers issus d'écoles ou en sortie d'école principalement et qu'on fait tout le temps se côtoyer du coup avec des personnes sur le territoire considérées comme les plus sachantes et appropriées pour renseigner des enjeux qu'on adresse. Merci beaucoup, Tom. On va se déplacer maintenant donc de la paysannerie et de la ruralité au monde urbain, du Massif central à l'Île-de-France et plus particulièrement donc à la Seine-Saint-Denis, où Lucile, donc tu effectues une recherche sous la forme qui va aboutir à un doctorat sur les collèges, en t'intéressant, je crois, donc pour une part à la dimension, à la dimension spatiale, à l'expérience en tant que designer, donc aussi vraiment aux usages, en partant de la façon dont on vit réellement les conditions spatio-temporelles de l'enseignement. Est-ce que tu peux nous parler de cette recherche en cours qui va bientôt aboutir, je crois? Oui, je vous parle depuis le tunnel de l'écriture de la thèse. Je vais vous la partager en 5 points. Situation, terrain, enquête, création et restitution. Donc c'est une recherche-création qui se fait en CIFRE. C'est un acronyme pour dire Convention industrielle de formation par la recherche. C'est-à-dire que c'est le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui me rémunère. L'État, il y a un deal avec l'État qui paye la moitié de mon salaire. Et donc je suis intégrée à ce conseil départemental-là. Et la situation est très particulière puisque je me situe au milieu entre différents services, qui est déjà une manière de trouver un dehors à ces services-là, trouver un déplacement. Et toute cette recherche-création, cette enquête-création, c'est une manière de chercher, moi, une place en tant que designer, artiste, architecte, je ne sais pas du tout, au sein d'une administration publique. Et dans le même temps, de trouver pour des adolescents en Seine-Saint-Denis une autre place, ou symbolique ou physique, dans leur collège. Donc il y a ces deux places-là qui sont en quête, recherche. Et donc, moi j'arrive en 2022 au conseil départemental et il y a 3 choses très fortes qui marquent ce moment-là, cette situation. C'est l'envie pour ce conseil départemental de faire du lien avec ce qu'ils appellent les usagers. C'est très très flou, on ne sait pas du tout qui c'est pour l'instant, et donc ça se précise et c'est très chouette de voir que dans le langage au quotidien, cette vague notion se précise pour mes collègues.
Ensuite, l'appropriation du bâti. Le deuxième enjeu que je vois dans cette situation, c'est l'appropriation du bâti par les usagers, qui est une volonté très forte du conseil départemental, de la maîtrise d'ouvrage. Et la troisième chose, c'est le développement des cours Oasis. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot, verbiage politique, disons, c'est l'enjeu, dans ce mot-là, il y a une épaisseur d'enjeu qui est la désimperméabilisation du sol des cours, le fait de dégenrer les pratiques spatiales, trouver un rapport à l'eau plus intense, disons, je ne sais pas, rapporter plus de mobilier, enfin, je finis pas la lasagne, mais il y a énormément d'enjeux qui se trouvent dans ce mot-là. C'est lancé en 2017-2018 par la mairie de Paris, et dans les premières études, les premières évaluations qui sont faites de ces cours Oasis, il y a une chose qui me marque beaucoup, qui est un endroit qui me semble un peu gratté, c'est-à-dire que les cours Oasis sont évalués autant en école primaire qu'au collège. Ce qui marche moins bien, c'est le fait de dégenrer les pratiques spatiales au collège, d'une part. Mais ensuite, il y a une chose vraiment très particulière qui se passe au niveau du sol, qui est la plus grosse chose, à mon avis, de ce qui se passe dans la cour Oasis. Et là, il se passe un truc qui gratte, c'est-à-dire que les sols qui s'éparpillent, qui sont meubles, enfin, je sais pas, voilà, c'est ce qui embête le plus les services techniques, les adultes, qui soient responsables des élèves ou agents techniques, parce que ça nécessite beaucoup d'entretien, parce que ça bouche les toilettes, parce qu'il y en a plein partout, parce qu'il y a des petites piles, enfin voilà. Et quand on regarde ce même endroit, mais sous une nouvelle lunette, les adolescents ou les enfants, c'est le truc qu'ils adorent le plus. C'est là où il se passe, en fait, un déplacement énorme dans leur cours, un déplacement du décor, enfin une modification énorme du décor. Donc ils peuvent retrouver une surface de jeu, de modification. Donc il y a plein de comment dire, dans ces évaluations-là, de récits d'enfants qui racontent comment ils font des tracés de billes, etc. Et on voit ça aussi au collège. Et donc je me suis dit, mais en fait, dans ce sol, ce sol-là, qui est plus qu'une épaisseur, qui est une surface, une épaisseur, je vais le développer dans la thèse, il se passe une chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, je vais prendre pour faire cette enquête-création, je vais prendre 5 terrains qui sont à des états de bâtis différents, et donc leur sol, disons, est à un état de vie différent. Je m'explique, j'ai pris 5 collèges, dont un qui est en chantier, un qui vient d'être récemment livré, un blablabla. Et je me rends compte dans ces collèges que le fait qu'ils soient à des états de bâtis différents, c'est aussi des collèges qui datent d'époques différentes. Et sans entrer dans des détails, même si j'adorerais, les collèges des années 70 ont une particularité, c'est que chaque fonction est séparée sur la parcelle. La cantine, c'est à un endroit, la vie scolaire, c'est à un autre, etc. Donc, ça a créé plein de dedans et plein de dehors différents. Et donc plein de passages dedans, dehors, et des séquences... si on prend justement... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de considérer ces terrains à travers l'expérience spatiale des adolescents. Et donc, comment dire, s'ils arrivent du trottoir, c'est déjà un dehors, puis un dedans la parcelle, puis un dedans la vie scolaire, puis un dehors, puis un dedans d'un autre bâtiment, mais encore un dehors parce qu'on est dans un couloir, puis un dedans parce qu'on est dans la salle de classe, etc. etc. Et donc, l'état de bâti et l'époque de construction du collège fabriquent des dedans et des dehors multiples, avec des formes très différentes, que la reconstruction, rénovation, blablabla, garde ou ne garde pas, mais en tout cas, ça fabrique, voilà, un dedans, un dehors, plein de dedans, plein de dehors. Et des creux, des pleins qui sont passionnants. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai fait donc une phase d'enquête sur ces pratiques spatiales des adolescents. Pour cela, j'ai pris 5 groupes d'adolescents spécifiques dans chaque terrain pour regarder, on parlait de lunettes tout à l'heure, pour regarder les Umwelt,
c'est un mot de Uxküll, que des mots compliqués. Umwelt, ça veut dire monde propre. Et l'idée, c'était de comprendre à travers les lunettes des adolescents ce qu'ils et elles voient du collège, comment ils le perçoivent. Et donc j'ai fait des enquêtes. Je me suis laissée guider d'abord par, non pas par des chefs d'établissement qui seraient hyper contents de faire les premières visites, mais par des agents de ménage, par des groupes d'ados, par des CPE, des AED, plein d'acronymes, assistants d'éducation. Voilà. Et ensuite, donc j'ai choisi ces groupes d'adolescents sans entrer dans les détails. Il m'intéressait d'avoir des lunettes spécifiques pour faire ces enquêtes, qui sont donc des co-enquêtes, qui me déplacent déjà dans ma pratique de designer, artiste, architecte, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne suis plus à l'initiative, mais je suis. Et donc dans toutes ces enquêtes création, je suis peut-être plus curatrice, médiatrice, traductrice. Karine Delanoë-Vieux, dans sa thèse, elle parle de droguement. Et droguement, c'est un rôle de traductrice entre deux mondes, plusieurs mondes, dont on comprend les enjeux et qu'on est en capacité de traduire aux autres. Et moi, j'ai pris cette place-là dans ce milieu-là, c'est-à-dire que milieu, tous les sens du terme, au sens où je suis entre le conseil départemental et le collège, entre les différents services du conseil départemental, entre les ados et les adultes, je vous passe tout. Voilà, donc cette enquête a aussi été un moment de traduction. Ces enquêtes, elles ont été faites à partir d'études des récits, c'est-à-dire que je me suis glissée auprès des adolescents en retenant, pour être proche d'elles et eux, j'ai retenu par exemple les résultats de matchs de foot. J'ai eu beaucoup de cours sur des rappeurs du moment, de TikTok et compagnie, pour me rapprocher d'elles et eux. Donc l'enquête, elle s'est passée par ces questions-là, de rapprochement, je me sens loin d'elles et eux, pour plein de raisons. Et donc ça a été d'une part l'étude de leurs récits, ensuite c'est passé par le dessin, comment est-ce que je peux comprendre ce qu'ils et elles perçoivent dans la manière dont elles dessinent leur collège. Et puis ensuite ça s'est passé aussi par le ménage, c'est-à-dire qu'on a ménagé, entretenu, jardiné, réparé des lieux. Et ces actions-là m'ont permis de comprendre tous ces obstacles, tout ce qui se tient debout contre des déplacements physiques ou symboliques. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui sont dits salles, dans lesquels on ne peut pas déplacer des adolescents. Donc le ménage a été une manière d'aller contrer l'argument. Jardiner, c'est de la même manière, etc. Voilà, donc le ménage pour enquêter, on pourra y revenir. Ensuite, quatrième petit point, il y a une phase de création, toujours en co-création. Donc on a fait des co-enquêtes, et donc ensuite c'était des co-créations. On a fabriqué, ces enquêtes, elles nous ont permis de comprendre des choses visibles et des choses invisibles, des lieux mis à distance, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et donc on a créé avec ces groupes d'adolescents des objets frontières qui permettaient de légitimer le déplacement physique des adolescents dans des espaces autres, en dehors de la salle de classe. J'ai rarement été dans des salles de classe finalement. Donc on a fabriqué par exemple une exposition atelier dans des sous-sols de collège pendant 3 mois, qui était donc des espaces, un espace technique qui est devenu un espace du commun, où se mêlaient justement différents mondes, des mondes techniques, des agents techniques, des ouvriers professionnels, mais aussi les CPE et AED qui doivent surveiller de manière assez peu intéressante, il me semble, des élèves dans des salles de permanence qui d'un coup là pouvaient les emmener, les déplacer dans ces sous-sols. Ces sous-sols, c'est une exposition qui s'appelait Solon. On a mis à disposition, au début c'était plutôt des ateliers en devenir, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition du matériel. Yoko Anno, elle fait des œuvres avec instruction. On a repris cette chose-là.
Donc il y avait plein de matériel et plein d'instructions. Et il et elle faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Et moi, je venais faire le ménage toujours dans cette exposition, à la fois pour continuer d'enquêter, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé quand moi, je ne peux pas venir. Et puis, parce que 160 mètres carrés en plus pour des agentes de ménage, c'est pas possible. D'autant plus que par les enquêtes, je m'étais rapprochée d'elles, donc je me sentais pas du tout de leur imposer ces choses-là. Et donc... voilà, et ces ateliers sont devenus petit à petit une exposition dans laquelle on n'allait plus forcément pour fabriquer, expérimenter, etc., mais visiter ce qui se faisait par les autres ados, adultes du collège. Voilà, donc on a fabriqué des objets frontières comme ça qui permettent de légitimer le déplacement, la présence, la place des adolescents dans d'autres espaces qui donc déplacent leur manière de se positionner physiquement, ils et elles ont le droit de s'allonger par terre, de s'asseoir, alors que dans des couloirs de collège, on n'a pas le droit de s'asseoir par terre. Donc il y a un déplacement physique de position, mais aussi dans la relation éducative avec les adultes, puisque j'ai beaucoup demandé dans ces objets frontières à enlever les chaussures, à se retrouver en chaussettes ou à mettre des chaussons. Et donc ça déplace beaucoup la relation. Il y a un dehors de la forme d'autorité qui était proposée. Voilà. Et donc ce dernier point, c'est donc un moment de restitution qui... j'ai cherché à comprendre ce que m'obligeait, disons, me nécessitait ces co-enquêtes-création dans la restitution. C'est-à-dire que je me suis demandé comment j'allais rendre compte de ce qui s'est passé, comment j'allais montrer ce qui s'était passé, quelle place j'allais prendre, quelle place j'allais donner aux adolescents co-enquêteuristes, créateuristes, et quels risques ça me faisait prendre ou ça leur faisait prendre. C'est-à-dire que je me suis demandé, par exemple, si je montre tous les espaces en marge dans lesquels on a été, si je montre ce qu'on a fait avec les adolescents, qui est une forme de transgression à plein d'égards, qu'est-ce qui va se passer pour elles et eux quand ils vont retourner à l'intérieur de la salle de classe, ou qu'est-ce qui va se passer pour ces espaces-là. C'est-à-dire qu'on est allé sur des toits de collège. Est-ce que ces toits vont continuer à être accessibles ou est-ce qu'on va les normaliser? Est-ce qu'on va changer les clés pour que telle et telle personne n'ait pas accès aux clés? Est-ce que la clé est un très gros obstacle au dehors? Voilà, et donc comment ces co-enquêtes création, en les restituant, j'arrive à incapaciter les adolescents dans leur manière d'apprendre et d'habiter le lieu. Et dans le même temps, comment je ne les mets pas comment j'arrive à les montrer en tant qu'actrices sans les mettre en défaut par rapport à leurs professeurs. Voilà. Comment, alors qu'on a critiqué et remis en question et proposé de regarder et d'analyser la forme d'autorité et la relation éducative dans laquelle ils étaient, comment ensuite ils continuent d'habiter sereinement leur collège. Je vais le dire plus clairement. La limite de ce travail-là, c'est qu'on a accompagné des adolescents à être conscientes des espaces qu'elles habitent, de la manière dont elles apprennent, en leur proposant autre chose. Je vais citer Voltaire, mais on ne peut pas avoir envie d'un truc qu'on ne connaît pas. Il n'a pas dit truc, mais... Et en fait, dans un cadre de collège public, on leur a montré une autre manière d'avoir des relations avec des adultes, une autre manière d'être écouté, une autre manière d'apprendre, une autre manière de se déplacer, d'autres lieux du collège dans lequel être. Et ensuite, je pars. Donc, à certains moments, on a observé beaucoup de... Peut-être il va y avoir une grande révolte adolescente. Et ça me plairait bien. Et je l'accompagnerai. Mais en tout cas, c'est comment est-ce que, alors même que je croyais travailler aux soins et au ménagement de ces lieux, la limite est peut-être que de voir le cadre très très contraignant, qu'ils et elles soient conscients du cadre très très contraignant dans lequel ils apprennent et habitent, ça peut créer
je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup Lucille. Le point commun donc entre ces trois premières interventions, hein, c'était d'attirer notre attention sur les conditions réelles, matérielles, sensibles de la relation pédagogique, de l'enseignement. Contrairement à ce qu'on voudrait parfois nous faire croire, on ne peut pas faire abstraction de ces conditions. Et c'est la raison pour laquelle, je le redis, le regard, je crois, de l'artiste, du designer est si le précieux, c'est qu'il attire notre attention sur les conditions visuelles, sur les conditions matérielles, sur les pratiques aussi, qui modifient la façon dont on peut recevoir un enseignement ou s'inscrire dans une relation pédagogique. Le point commun aussi entre ces trois interventions, c'était qu'elles étaient situées du côté du design, c'est-à-dire de cette pensée des arts appliqués, où le regard, la pratique artistique est appliquée au réel, en dehors, donc loin de toute l'autonomie d'un champ artistique. Avec Pierre-Yves Arcil, nous passons donc du côté d'un autre univers, ou de cet autre versant, qui est celui des beaux-arts. Et ce qui est assez intéressant avec les beaux-arts, au regard de la question de l'éducation qui nous intéresse, c'est qu'il y a une pensée des beaux-arts qui peut être assez proche de la pensée de l'école, en tant que ce seraient des domaines ou des mondes séparés. De la même façon que, par exemple, dans l'imaginaire des beaux-arts, il y a cet imaginaire, ce qu'on appelle le white cube, c'est-à-dire que les œuvres d'art doivent être exposées dans un espace censé être tout à fait neutre, neutralisé, et la version, la couleur de la neutralité du neutre, c'est le blanc. Et donc il y a cet espace blanc où on va être, où on vous signifie que vous êtes dans l'espace du musée, dans l'espace de la galerie, et que ce que vous voyez, ce qui vous est montré, ce sont des œuvres qui sont séparées comme ça du dehors. La classe, l'école, c'est aussi soutenu par tout un imaginaire de la séparation, c'est-à-dire que le temps de l'apprentissage, c'est un temps suspendu, séparé des affaires courantes. Alors depuis la position qui est la sienne, donc le Pierre-Yves, qui est directeur des études et de l'international à l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire, Pierre-Yves va nous parler de deux dispositifs qui visent précisément à reconnecter l'école et l'école des beaux-arts en particulier avec un dehors, donc d'une part des dispositifs de projection internationale et d'autre part une nouvelle licence, un nouveau DNA qui a été créé et qui s'appelle Territoire, Paysage, Espace Public. Alors en quoi ces deux axes ou ces deux dispositifs visent-ils à transformer l'expérience de l'école, à faire l'école autrement et à reconnecter peut-être ce milieu des beaux-arts avec un dehors qui est celui du monde, du réel. À toi de nous dire, Pierre-Yves. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors faut préciser, tu l'as introduit tout à l'heure, que l'enseignement en art, on n'apprend pas à devenir artiste. Les enseignants qui sont là accompagnent, en fin de compte, les étudiants à construire leurs propres univers, poétique, artistique, plastique, etc. Donc c'est bien l'étudiant qui, quelque part, en autonomie relative, parce qu'il est encadré, qui construit cela. Et il se trouve que cette construction, elle passe aussi par, comment dire ça, la relation à l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, des champs de recherche qui sont engagés par l'étudiant et qui doivent, d'une manière ou d'une autre, être confrontés au réel et à d'autres réels qui ne sont pas connus. Et dans cette idée-là, donc dans cette idée de sortir nos étudiants de leur zone de confort, qui est l'école, et qui est dans un certain sens tout à fait productrice, mais qui doit aussi être mis en risque. On propose, donc là ça fait déjà 10 ans, des campus internationaux. Donc ça s'adresse à des étudiants de Master 1 qui vont partir avec des enseignants entre 3 semaines et 1 mois et demi sur ces campus. L'idée, c'est qu'il y a une préparation du voyage
alors quand je dis une préparation, ça va bien au-delà de réservation des billets d'avion et puis des hébergements. C'est une préparation pour et faire coïncider les univers personnels des étudiants avec un champ de recherche commun autour de cette situation singulière que sont ces campus, et évidemment accompagné par les enseignants qui ont leur propre champ de recherche. 4 campus, un premier peut-être à Marfa, aux États-Unis, qui est une petite ville texane en plein milieu du désert, qui a été dans les années 60-70 colonisée par Donald Judd, qui est un artiste conceptuel américain, voilà, et qui a invité tous ses amis à exposer, à travailler là-bas. Donc un bastion de l'art contemporain aux États-Unis, et donc l'école disposait d'un terrain avec des trailers, et on a pu envoyer, alors les chiffres exacts, 191 étudiants, 30 enseignants, et 22 artistes avec des étudiants, et puis aussi un programme de résidence. Voilà, donc vous imaginez un petit peu, on est à côté des réserves OPI, donc il y a toute cette question qui peut être en jeu, qui a été développée par les étudiants. Un deuxième campus qui est à Dakar, au Sénégal, et qui a développé avec Emmanuelle Chérel, qui est une enseignante de l'école, et les étudiants, beaucoup de questions autour de la position de l'Afrique dans la géopolitique contemporaine, ainsi que des questions postcolonialistes. Voilà un campus à Séoul, enfin au sud de Séoul, à Suncheon, qui est un lieu assez intéressant, et qui était un partenariat avec la K-Art, qui est l'école d'art de Corée. Là, beaucoup de questions de paysage, beaucoup de questions autour du climat, qui est tropical et qui est tout à fait singulier là-bas. Voilà. Et là, on a un dernier campus qui est tout récent, qui est un partenariat avec l'université de Salvador de Bahia au Brésil. Et donc là, je suis ravi de vous dire que nos étudiants, nos 8 étudiants qui étaient partis il y a un mois, sont revenus sains et saufs la semaine dernière. Et non, une expérience incroyable, et là qui mêle ce programme pédagogique avec 2 enseignantes, Emmanuelle Chérel, dont j'ai parlé, et Zaytouna Kala, qui accompagnent ces étudiants-là et qui se prolongent après dans le cadre de l'Alliance France-Brésil au mois de novembre, où d'autres étudiants vont repartir exposer leurs travaux, mais aussi notre enseignante Zaytouna, qui est en train de monter un film et qui sera également projeté. Là, le champ de recherche, pour faire assez court quand même, s'appelle l'océan comme méthode, et là c'est une réflexion géopolitique autour des océans, c'est-à-dire comment les océans aujourd'hui sont aussi structurant de la géopolitique, ou en tout cas des enjeux majeurs. Voilà. Pour le dire très rapidement, là c'est vrai que je vous ai parlé des projections qui sont internationales, mais à l'école on mène aussi toute une politique de renforcement, de transposer, si vous voulez, ces projections-là sur le territoire national. Notamment à Marseille, on a eu des étudiants qui sont partis là en début d'année, mais en Bretagne, mais dans différents endroits, et sur les mêmes principes, sur des temps plus courts, mais sur les mêmes principes de champ de recherche, de déplacer l'étudiant de sa zone de confort, et puis et d'une restitution. Voilà un deuxième axe qu'on développe à l'école. Donc l'école des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, c'est un établissement sur 2 sites, un à Nantes et un à Saint-Nazaire, et avec 3 diplômes, 2 diplômes de licence, dont des diplômes nationaux d'art, et un diplôme de diplôme national supérieur d'expression plastique, qui est le diplôme de master. Et sur le site de Saint-Nazaire, on a créé ce nouveau diplôme, qui est donc un DNA option art, avec une mention territoire, paysage et espace public. Et là, l'idée de ce diplôme, c'est de faire sortir que la majorité des événements pédagogiques se passent en dehors du lieu de l'école.
Voilà. Donc ça induit beaucoup de partenariats et avec les collectivités locales, la DDRN, qui est l'agence d'urbanisme de Saint-Nazaire, avec le Grand Café, avec des invitations de Gilles Clément, qui est paysagiste, sur la question du tiers-paysage, et donc avec toute une série de conférences et de workshops liés à cela, et puis des bivouacs, notamment un dans la vallée de Fabrice Hibert, qui est un artiste de notre temps et qui a cette vallée justement qui est un territoire très grand, très arboré, et où les étudiants sont allés bivouaquer. Voilà, un autre bivouac à Ancenis, dans un centre d'art, mais en tout cas voilà. Toutes ces dispositions qui sont là avec une sorte de QG qui est l'école, et où les étudiants vont construire avec les enseignants leurs univers plastiques singuliers, et ces immersions dans le territoire, dans le paysage, dans l'espace public. Voilà. Pour l'anecdote, moi j'y ai moi-même enseigné il y a 3 ans. Voilà, pour vous dire, sur un semestre, donc sur 6 mois, j'ai dessiné des parcours qu'on a répétés toutes les semaines, et on a tout construit en marchant sur ces parcours. C'est-à-dire que le premier cours, on a marché toute la journée et on s'est rencontrés. Les étudiants se sont rencontrés entre eux, je les ai rencontrés. Puis après, on a commencé à parler de leurs projets individuels, de leurs projets collectifs, mais tout cela en marchant, tout cela en découvrant la ville. Et vous le savez, la découverte de quelque chose se fait aussi par répétition, c'est-à-dire que la première fois qu'on voit quelque chose, on a des accroches visuelles, on parlait du regard tout à l'heure, mais plus on répète ces parcours-là, et plus le regard se déplace et rentre dans une épaisseur de l'urbain, une épaisseur sociale. Voilà, et c'est toute l'idée. Et même, donc, les restitutions, au bout de 6 mois de travail, les restitutions se sont faites dans l'espace public, avec des projets qui étaient vraiment des interventions dans l'espace public, avec un maître mot que j'avais mis en contrainte initiale, c'est qu'il fallait qu'il y ait évidemment un respect et une compréhension des lieux, mais également une économie de moyens, et de travailler avec le réel et avec ce qu'on a. Un exemple, un groupe d'étudiants qui souhaitait intervenir sur un mur à Saint-Nazaire, sur les chantiers de l'Atlantique, qui est un mur qui fait quasiment 300 mètres de long et 5 mètres de haut, et où il n'y a rien dessus, un enduit sale, voilà. Ils voulaient faire des interventions dessinées dessus. Évidemment, c'était pas possible. Et en fait, ils ont passé 3 semaines à nettoyer ce mur et à dessiner simplement en nettoyant. Donc, une série d'interventions comme ça dans ces économies-là, et dans une compréhension des paysages et des politiques publiques également. Voilà. Et juste pour conclure, parce que je pense que c'est intéressant de le noter, tous ces programmes-là sont possibles parce que ce sont des volontés publiques. En l'occurrence, c'est la volonté de notre métropole, Nantes-Saint-Nazaire, et de ses élus. Et c'est pas, j'en profite pour les remercier, mais les politiques publiques sont importantes, en tout cas, pour que tout ça puisse exister. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Un grand merci. Écoutez, il nous reste une quinzaine de minutes. Je vous propose de vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il y a un micro qui peut circuler. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interventions à l'attention de tel ou tel d'entre nous, ou au contraire, ou bien des interventions générales? Non. Alors, moi, je peux le relancer peut-être pour un dernier mot de nos intervenants.
Peut-être que en commençant par toi, enfin moi la question que je vous poserai très volontiers, c'est voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter et sinon un mot alors non pas de conclusion dans le sens où on fermerait le débat, mais peut-être soit revenir sur ce qui pourrait être les limites, un point de difficulté ou de cette position qui est celle du designer ou celle de l'artiste face à en institution scolaire, ou bien au contraire une utopie, une perspective, un horizon qui vous semble heureux et désirable. Oui, en fait tout à l'heure tu as parlé du décalage et je trouvais que c'était justement ça le plus intéressant à travailler avec en collectif. En fait c'était comment, enfin moi je le fais à travers les représentations, c'est-à-dire comment la représentation d'un paysage permet de produire un décalage avec ce paysage et comment du coup on permet de produire une réflexion sur cet endroit-là et ce territoire-là. Et c'est un peu grâce à ça que collectivement on arrive à produire au fur et à mesure, enfin je sais pas comment dire, mais ça débloque souvent le débat. Ces décalages-là entre le milieu, la représentation qu'on en fait et ou la posture qu'on y prend. Et en vrai, est-ce que... Moi, j'avais justement une question plutôt pratique. Comment ça s'est passé? Est-ce que ce décalage-là, il était facile à produire? Est-ce que c'était un truc qui venait un peu évidemment? En fait, là, il y a un problème où, évidemment, oui, là, il y a une dissonance. Ou peut-être pas une dissonance, mais comment il venait? Ouais, alors je peux répondre par un cas d'exemple. Je pense que c'était le moment fondateur où on s'est dit ok, il va falloir qu'on y bosse un peu sévère. Et c'était notamment aussi un révélateur de quelque chose que j'ai pas spécialement redit, mais on va dire, le design à la rencontre des classes sociales, quoi. On arrive à un moment donné, on a l'école Boulle qui viennent, on a un service d'insertion, notamment autour des métiers du BTP, qui s'appelle Afimab, qui est du coup dans le Roannais. Et on se dit, on va bosser sur l'habitat écologique et en fait l'évolution des formations pro en BTP vers de la construction écologique. Est-ce que c'est possible? Qu'il faut mettre dans la boucle, etc. Les étudiantes arrivent, les étudiantes de Boulle disent on est de l'école Boulle, on est Bac+5, etc. Et la première réaction d'une des trois filles qui étaient là, donc c'était genre et que féminin en l'occurrence ce groupe-là, une des premières réactions c'est « Ah mais on peut pas se parler ». J'ai aucun ami pour moi, chez moi Bac+5 et je suis Bac-5. Et à partir de là, blocage. Et donc du coup, tout notre... ça a été un espèce de révélateur énorme, ça, et on a beaucoup bossé. Et à partir de là, on a commencé à monter, notamment par le faire, par la pratique d'ateliers partagés, la construction de séchoirs solaires, la construction de n'importe quoi en fait, mais utile systématiquement à des structures pour pas perdre ce temps hyper précieux de produire quelque chose pour le commun. Ça a été un des révélateurs. Et donc là-dessus, le décalage, et moi c'est un peu un des endroits où j'arrive aussi en martelant que le design, en pensant faire le bon et le bien, mais sans les questions de classe sociale et des classes quelque part, en réalité oublie toute une dimension de ce qu'il fait. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on s'équipe un petit peu sévèrement sur ces décalages, qu'on rejoue systématiquement en fait ces postures de sachant et d'apprenant. Quelque chose que j'avais finalement rencontré dans les espaces de Fab Lab, etc. Mais moi-même, j'avais pas spécialement appris comme ça. Je le dis souvent, mais je le remets aussi avec un endroit théorique. C'est en école de design, j'ai appris que William Morris, il faisait des très beaux papiers peints et qu'il était un peu entrepreneur. C'était trop cool. On n'a jamais dit que c'était le père fondateur du socialisme, un des pères fondateurs du socialisme en Angleterre. Voilà. Je dis ça, c'est un peu drôle et en fait c'est assez dramatique aussi en termes de quand on pense faire le bon et le bien mais qu'on est un petit peu hors de ces systèmes politiques, et ben en réalité on est juste l'outil, l'objet pour fabriquer des choses. Et ce décalage là en fait on essaye d'aller le choper, d'aller le produire systématiquement en disant là, en fait, vous n'allez pas pouvoir dire que vous savez, vous n'allez pas pouvoir dire que vous présentez comme ça. Et en fait, on vous a dit que c'était possible. Et on vous a appris que vous alliez solutionner. Et votre construction éducative, c'est celle-ci. Là, vous allez arriver dans un terrain que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir adopter une posture d'humilité. Voilà. Et ça commence en général par l'arrivée dans un terrain absolument inconnu et l'endroit de l'enquête. Et après, ce décalage, c'est aussi du coup un nouvel apprentissage. Donc là, c'est un truc sur lequel je bosse pas mal, justement sur la perspective de la thèse. Il y a toute cette question de l'autonomie collective dans les communautés paysannes. En quoi fait-il école dans les redirections écologiques? Ça, c'est un peu la grosse question. Et dedans, il y a et le designer comme agent
peut-être un peu marginal séquent, comment est-ce qu'il traverse en fait des secteurs et comment à cet endroit-là, lui-même se délinéarise, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une posture d'un designer généraliste qui arrive et qui en fait est préoccupé par la chose publique et la chose politique et qui là-dedans agence les graphistes, les designers d'objets, les artistes, etc. Et dans une perspective d'éducation populaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'en fait il y a d'un côté, on va dire, des designs d'éducation dans la classe dehors à faire, et de l'autre côté, il y a une éducation par le design qui en fait reprend énormément des méthodes de l'éduc-pop, mais ne sait même pas les nommer parce qu'on ne lui a pas appris. Et voilà. Et donc là, ça revient sur la perspective politique. Il n'y a pas de culture et d'éducation politique en design, donc il faut créer tous ces décalages et se relier avec les structures d'éduc-pop territoriales qui sont en train de crever. Voilà. Merci beaucoup, Tom. Est-ce que Lucille ou Pierre-Yves, un dernier mot? Bien, pour compléter, je suis complètement d'accord sur cette... bref, je te suis. Et pour compléter, je pense qu'il y a vraiment il y a un endroit où on doit être plus outillé, équipé, où on doit, en tant que designer, il y a beaucoup... je vais refaire ma phrase. Il y a beaucoup d'interventions d'artistes, de designers ou d'architectes, tout ce que vous voulez, dans des milieux scolaires. Et je pense qu'à cet endroit-là, on a beaucoup à apprendre avant de venir sur ce que c'est la forme scolaire, ce que c'est le taux d'encadrement, ce que c'est l'apprentissage mutuel et simultané. D'où vient, pourquoi on est arrivé à cet apprentissage simultané et qui l'a imposé. Je vous donne des petites pistes. Il y a un monsieur Guizot, mais ça date de 1833, il me semble, quand l'apprentissage mutuel qui était dans cette période-là, juste avant, ressemble à des... Enfin, comment dirais, très proche de la forme de l'école d'art aujourd'hui. Et donc j'ai l'impression qu'il y a on peut avoir un rôle, même si on n'est pas dans l'éducation nationale, au conseil départemental, etc. On peut avoir, dans une intervention même courte, une forme de modification ou de proposition d'autre chose pendant un petit temps, même si c'est un décalage de quelques semaines ou des résidences peuvent durer plus de temps, et de comprendre par exemple ce que c'est, pourquoi ça s'appelle une classe, pourquoi... comment dire, on peut sortir, on peut déplacer la forme scolaire sans inscrire notre résidence seulement dans une salle de classe, mais en essayant de trouver d'autres formes de relations sociales à l'intérieur du collège, d'essayer de trouver d'autres formes d'intérêt qui croisent les adolescents, qui est déjà ou des adolescents avec des adultes qui ne soient pas les profs, parce qu'il y a plein d'adultes qui travaillent et qui habitent dans le collège. Et donc, j'ai l'impression qu'on manque beaucoup. Enfin, moi, j'ai vu avec cette thèse, grâce à cette thèse, le gros manque de j'allais dire considération, mais c'est peut-être un peu trop fort, mais de connaissance du monde scolaire qui, pourtant, devrait tous et toutes nous intéresser très, très fortement. Et dans le même temps, je pense qu'on doit vraiment s'intéresser à comment et qui construit les programmes scolaires, mais aussi comment et pourquoi j'ai mon tropisme collège, mais pourquoi les collèges ont cette forme-là? Quel est le temps de discussion autour d'un dessin de collège? Qui choisit les collèges? Et vraiment, je trouve que c'est une question, même si on n'a pas d'enfants, même si on n'est pas ado, ou même si enfin voilà, je pense que c'est vraiment une question qu'on peut toutes et tous discuter. Voilà. Merci. Un dernier mot de Pierre-Yves? Très rapidement, c'est pour rebondir sur un petit peu tout ce qui a été dit, et je reviens vraiment, c'est cette question du regard et qui doit être mis en perspective d'une altérité et donc de multiplier les points de vue. Tout cela très simplement, et je pense qu'on parle de cela aussi, c'est pour que, quel que soit l'âge, il y ait aussi un regard critique face au réel, face aux complexités qu'on peut traverser collectivement. Et donc voilà, vraiment une multiplicité des points de vue par l'expérience. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Yves.
Bon, j'espère que cet échange vous aura donné quelques idées, quelques ouvertures, en tout cas sur ce que l'art, le design peuvent apporter à l'éducation. C'est au moins considérer que l'éducation est une forme, de l'importance, attirer notre attention sur l'importance des conditions matérielles, les dimensions visuelles, les dimensions réellement le matériel. L'éducation est une pratique, l'éducation est un art, c'est-à-dire que ça fait aussi appel à une technique, ça met en jeu des formes. L'artiste, le designer sont ceux qui nous ouvrent les yeux, je pense, sur ces aspects, sur ces conditions formelles, matérielles de la relation pédagogique. Un tout dernier mot, vous dire que le programme qui s'appelle Design des territoires, qui est porté par l'École des arts décoratifs, qui est à la fois une façon de faire territoire et de faire école autrement, s'expose à la Biennale de design de Saint-Étienne, qui va être inaugurée le 22 mai. Et du 22 mai jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, il y a une exposition. Donc cette exposition sera visible. Elle s'appelle Design des territoires, le lieu est la ressource. Et elle permet d'apprécier, d'appréhender ces différentes façons de faire, cette différente façon de faire école que nous expérimentons à l'École des arts décoratifs sur 6 types de territoires qu'on appelle des mondes. Les mondes littoraux, les mondes insulaires, les mondes forestiers, les mondes montagneux, les mondes urbains et les mondes ruraux. Donc vous êtes les bienvenus à Saint-Étienne à partir du 22 mai. Un grand merci à nos intervenants et un grand merci à vous de votre attention. J'avais juste un petit mot, parce que c'est assez intéressant, on a beaucoup ces discussions juste sur design des territoires, design virgule, territoire, design au pluriel, territoire au pluriel, et sur cette question de la ressource. Les mots sont piégeux, et notamment en territoire. C'est-à-dire que là, je suis assez, je prends ça et je suis surpris sur le territoire et la ressource, parce que finalement, une certaine approche de ce qu'on reçoit quand on va en territoire, disons, en tant que designer, et déjà cette approche, elle est particulière. Vous voyez où je veux en venir, quoi. C'est le lieu et la ressource. Il y a un endroit où c'est perçu pour nous comme une démarche humble et d'aller vers. Et il y a un autre endroit où la ressource, c'est quelque chose d'assez colonial. Et actuellement, c'est un des endroits de tension politique qui est central, je pense, dans ces démarches-là. C'est que fait la politique publique, en fait, là-dedans. Et donc, du coup, le lieu et la ressource, c'est extrêmement ambigu, ambivalent. Et de la même manière que Classe dehors, c'est un endroit d'attention que j'ai là, on l'a vu avec les tiers-lieux aussi, c'est aussi un endroit finalement où peut-être on pallie à la perte de services publics par le monde associatif. Peut-être que du coup on fait ressources de territoire et donc du coup ils deviennent l'objet des politiques publiques. Et là en fait on rentre dans des endroits où effectivement il y a une très très grande violence qui s'exprime. Et le designer, il ne faudrait pas qu'il soit du coup cet endroit, on va dire, de la négociation d'un pouvoir qui s'applique sur les territoires et le sens de cette question de ressources, je trouve qu'il est extrêmement intéressant parce que très ambigu, quoi. C'est dans ce sens qu'on l'utilise, c'est-à-dire à la fois comme nouvelle source et en considérant la ressource non pas comme un stock inerte dans lequel on peut puiser, mais comme un organisme vivant qu'il faut entretenir et ménager. Et cette dimension est évidemment fondamentale. Un grand merci Tom, un grand merci à vous et bonne suite de ces journées sur l'école dehors.